À peine ses chevilles guéries, ils avaient repris leur routine d'avant. Sa semaine passée dans la maison de soins lui avait permis d'observer plus attentivement Lundil et Humegan. Les deux mâles semblaient proches l'un de l'autre et être appréciés de leur passion, bien qu'une certaine distance fût visible avec le Dietio. Les deux Snigil les suivaient dans leurs déplacements et se couchaient auprès d'eux le soir, ne les quittant que lorsqu'ils approchaient des limites de la ville et du reste de la meute vacant dans ses ruelles. Régulièrement, le Sirlio allait dans la grotte pour la nettoyer des eaux jonchant le sol. Parfois, il lui offrait de l'accompagner. Eridani l'avait invité à chevaucher son mâle. Livy avait refusé catégoriquement, ne se sentant pas encore prête à faire confiance à l'un de ces monstres, malgré la proximité quotidienne avec celui de Lundil vivant chez les jumeaux. Il n'avait pas insisté, comprenant sa terreur sous-jacente. « Monte !» ordonna le Sirlio. « Tu plaisantes !» fit-elle en regardant l'épaisseur de la structure. Elle ne chercha pas à argumenter en voyant son ami sauter sur le tronc givré qu'ils avaient suspendu entre deux arbres. C'était inutile. Elle posa le pied sur le bois à peine plus large que 2 doigts et s'affala sur le sol, grognant au contact de la terre gelée. Au 3e essai, elle réussit à tenir les bras écartés. Le Sirlio toucha son épaule avec son index et ses fesses amortirent sa chute. Elle se remit en position sous les commentaires d'Eridani. Les 2 lunes étaient levées quand son amie décida d'arrêter l'exercice. Elle soupira de soulagement, certaine que sa peau blafarde serait entièrement noire le lendemain. Elle n'aima pas le sourire de la Sirlia quand elle s'approcha. Ses inquiétudes furent confirmées en une phrase. « Allume le feu en me nommant et décrivant 5 plantes toxiques qu'on trouve dans les terres orientales. » Ils restèrent en cet endroit jusqu'à ce qu'elle soit capable de se maintenir en équilibre sur le tronc, en affrontant les immortels à l'épée et devant procurer elle-même leur repas. Quand elle épuisa ses flèches avec de nombreux tirs ratés, ils lui montrèrent comment fabriquer avec ce qu'elle avait sous la main. Il se contentait la plupart du temps de la suivre à distance, ne faisant aucun commentaire lorsque la nourriture manquait le soir venu. Il la forçait à reprendre ses entraînements le ventre vide et le corps épuisé. Selaeg n'intervint qu'une fois durant une de ses chasses, lorsqu'elle devint la proie d'un sanglier après avoir manqué un cerf de sa flèche. Ils testèrent ses capacités et ses connaissances à plusieurs reprises, la prenant au dépourvu, pour savoir si Livy savait nager. Eridani s'était contenté de la pousser du haut d'une cascade dans le bassin à leurs pieds, effrayant en même temps 5 Sirlians s'y baignant. Elle avait insulté la Sirlia de longues minutes avec tous les jurons qu'elle connaissait, une fois que l'immortel l'avait sortie de l'eau en la voyant se noyer. Les 2 Sirlians l'avaient regardée, un temps choqués en entendant le déferlement dans 6 langues différentes. À la fin de sa tirade, la Sirlia avait éclaté de rire, le prince se contentant d'un sourire plus large que d'habitude. Dans les jours suivants, l'attitude des habitants du quartier Dietier à son encontre, et de Muyen en particulier, changea drastiquement. Ils cessèrent de la traiter avec défiance, et elle vit de l'espoir naître dans leurs regards. Les saisons s'écoulèrent au rythme des entraînements, de ses rendez-vous mensuels auprès de Talat, de rêves étranges impliquant des nains et des livres qu'elle trouvait régulièrement posés sur la table. Livy n'avait jamais su lequel des frères les sélectionnait. Thérèle avait voulu maintenir ses visites, venant manger avec elle une fois par semaine quand ils étaient présents en ville. Parfois, les jumeaux se joignaient à elle. Le carnet qu'Humegan lui avait offert avait rapidement été rempli et reposait depuis avec les autres sur la commode de sa chambre. Elle avait pris l'habitude d'en avoir toujours un avec elle. Le Dietio et Étilive étaient régulièrement convoqués chez le roi. Ils passaient tous les 5 des soirées entières à battre les cartes d'un tarot. Elle s'émerveillait à chaque fois du détail des représentations faites. Lundil lui avait expliqué que chaque elfe dessiné avait existé ou existait. Sirlian, Taurian, Ladian et Gorian représentaient les enseignes. Les nains s'appropriaient les atouts. Les diétiers en étaient absents, le jeu existant bien avant leur apparition. La seule imprévisibilité était de savoir quand Livy ou Selaeg allaient avoir besoin de la présence de l'autre la nuit. Plusieurs semaines pouvaient s'écouler sans que l'un d'eux ne rejoignît l'autre. Ils se sentaient toujours un peu idiots quand ils poussaient la porte de la chambre à toute heure de la nuit. Ils accueillaient l'autre en silence. Ils ne parlaient jamais, et Lundil ne semblait pas s'en être rendu compte, ou prétendait le contraire. Elle ne savait jamais avec lui. Il avait beau être le plus loquace des 2 frères, il laissait rarement transparaître ce qu'il pensait réellement. Il en était de même avec Étilive, l'éloquence en moins.
Elle avait décidé de laisser faire le temps pour changer leur attitude à son égard. Après ce que Selaeg lui avait expliqué, elle ne s'ombrageait pas de leur comportement. Ils avaient été les seuls pendant des millénaires à essayer de l'aider et de le protéger. Ils avaient tous les deux souffert des actions entreprises par le roi et de l'aveuglement des autres. Elle était l'étrangère qui débarquait. Même une Mégane ne semblait pas entièrement connaître l'étendue des sentiments les liant. Il y avait quelque chose qui restait confiné entre eux, et qu'eux-mêmes auraient été incapables de formuler. Livy avait compris l'étendue de la souffrance silencieuse du jumeau à la fin de l'automne de la 2e année. Eridani et Muyen l'avaient invité à venir manger chez eux, et les deux frères avaient passé la soirée ensemble. Quand elle poussa la porte des appartements, elle vit Selaeg allongé sur le canapé, la tête reposant sur les cuisses de son frère, plongé dans le sommeil elfique. Lundil lui caressait les cheveux du bout des doigts, et une main posée sur le cœur de son jumeau. Dans la plénitude du moment partagé, il avait abaissé ses défenses. Elle le vit heureux pour la première fois, un sourire illuminant son visage. Ses yeux brillaient encore des larmes de joie versées quand il la regarda. « Merci, » murmura-t-il. Elle avança le plus silencieusement possible vers sa chambre et referma doucement la porte sans chercher à comprendre. L'explication de l'attitude de l'elfe lui vint du Born le printemps suivant, alors que la saison était bien installée. Il revenait avec Selaeg d'une de leurs excursions et venait de déposer le matériel dans les entrepôts quand l'accident se produisit. Les guerriers s'entraînaient sur le terrain, rendu boueux et glissant par la pluie tombante sans accalmie depuis plusieurs jours. Parmi eux, Étilive. Livy l'avait déjà vu faire des passes d'armes avec le prince et n'y prêta pas attention. Elle continua son chemin pour rentrer, rêvant de prendre un bain, mais le Cyrnio s'arrêta, pourtant reconnaissant son frère de lait, et regarda la scène. Les soldats autour d'eux se tendirent, et, avant que l'un d'eux puisse signaler aux combattants d'arrêter, un cri s'échappa du groupe. Ils posèrent immédiatement la main sur leurs armes. Les spectateurs avaient les yeux rivés sur son compagnon. Sur le terrain, les combattants, ignorant de leur présence, avaient cessé leur joute, et l'un des soldats se baissa vers son camarade blessé. Elle reconnut Étilive se tenant le genou, une grimace de douleur sur le visage. Le soldat releva la tête et vit son ami. Une terreur pure dévora ses traits, et elle se déversa sur tout ce présent. Étilive se redressa lentement, s'aidant d'un camarade, ne quittant pas une seule seconde Selaeg des yeux. Elle le regarda à son tour et ne reconnut pas ses pupilles. Le bleu était devenu presque aussi sombre que les siennes. Se faisant violence à lui-même, il se détourna de la scène et traversa lentement le terrain sous le regard de tous les guerriers aux aguets. Lorsqu'il eut disparu, elle entendit pour la première fois ce mot. « Sciavgo ». Étilive fixa froidement celui l'ayant prononcé. Il lui fit signe d'approcher. Quand elle arriva, il demanda à un de ses camarades d'aller trouver Lundil à la maison de soins. Il ordonna à un soldat de l'accompagner chez Eridani et Muyen. « Vous restez chez eux cette nuit », claqua-t-il. Livy ne discuta pas et suivit le Dietio à travers les ruelles. Lorsqu'Eridani leur ouvrit et que le guerrier expliqua ce qu'il s'était passé, elle attrapa rapidement sa cape et sortit sans un mot. L'étrangère eut l'impression qu'un coup près venait de s'abattre quand Muyen referma la porte derrière elle. À mesure que les heures passaient, l'inquiétude de l'elfe devenait plus intense. Il gardait les yeux fixés sur la porte. Elle devinait que seule sa présence le retenait de partir à la recherche de sa compagne. Ils ne bougèrent pas de toute la nuit. La Cyrlia était rentrée exténuée au milieu de la matinée. Ni elle, ni Lundil n'avaient pu le trouver. L'atmosphère de la ville avait changé. Peu d'habitants étaient sortis malgré l'arrêt de la pluie torrentielle avec les premiers rayons de soleil. Elle toqua à la maison bleue en espérant que ses habitants seraient présents. Du bruit se fit entendre à l'intérieur et la porte finit par s'ouvrir sur le borgne se soutenant à l'aide de béquilles. « J'ai besoin de réponses », fit-elle sans préambule. « Et Mégane devrait être de retour en fin de journée », fit le borgne. « Ce n'est pas lui que je suis venue voir », répondit-elle tandis qu'il la fixait sans bouger. « Voulez-vous vraiment avoir cette conversation avec une porte ouverte ?» Livy referma la dite porte tandis qu'elle s'asseyait. Le Snegil présent s'approcha de son maître et posa sa tête sur ses cuisses. Elle se saisit d'une chaise et se plaça face à lui. « Qu'est-ce qu'un Sciavgo ?»« Un elfe ayant perdu sa lumière, » répondit-il doctement. « Mais encore ?»
fit-elle quand il ne continua pas son explication. Pourquoi vous méfiez-vous de moi? N'ai-je pas prouvé ma sincérité depuis plus de 2 ans? Pourquoi refusez-vous de m'adresser la parole en faisant des phrases de plus de 5 mots? Il y en avait 6. Foutre de merde! Cracha-t-elle avant d'inspirer profondément et de reprendre calmement. Puis-je vous dire ce que je pense? En fait, je me moque de votre autorisation. Je pense que vous avez peur. Peur de cette créature que je suis dont vous ignorez tout. Pour la première fois, depuis des millénaires, vous ne savez pas à quoi vous avez affaire et ça vous inquiète. Les elfes, les diétiers et les nains, vous savez comment ils pensent et l'étendue des actions qu'ils peuvent entreprendre. Vous avez peur que la chose soit en train de manipuler tout le monde pour arriver à ses fins, et vous ne savez pas comment elle va faire. Mais vous avez peur par-dessus tout qu'elle l'utilise lui, qu'elle le fasse souffrir. Et vous êtes à bout. Vous ne savez rien de moi, fit l'elfe en détachant chaque mot. Mais elle n'avait pas manqué la crispation de ses doigts sur le pelage de l'animal à plusieurs reprises. Je sais que c'est vous qui l'avez soutenu depuis les premiers jours, continua-t-elle plus calmement. Vous êtes celui qui a recollé les morceaux de trop nombreuses fois. Vous l'avez aidé à garder ses esprits et son envie de vivre, alors que tous les autres fermaient les yeux. Vous craignez que la prochaine fois il ne se relève pas. Cela vous terrifie. Je sais qu'il vous aime. Profondément. Votre présence le rassure, l'apaise. Il ferait tout pour vous protéger. Même un aveugle s'en rendrait compte. Et vous l'aimez tout autant. L'amour que vous avez l'un pour l'autre n'est pas celui que les gens pensent. Toute cette histoire d'intimité entre vous, d'ancien amant, c'est de la connerie. L'elfe ne dit rien, mais la main caressant le Snéguil s'était arrêtée. Elle sentit qu'elle commençait à l'atteindre. Pour moi, vous avez, avec les jumeaux, laissé cette rumeur courir pour vous protéger du roi. Si vous étiez l'amant d'un prince, vous deveniez presque intouchable. Il devait agir avec subtilité contre vous. Autrement, le peuple aurait vu ce qui se passait derrière la porte close. Vous n'avez jamais rendu les choses officielles, mais vous n'avez jamais pour autant nié. Cela vous permettait de maintenir le roi dans une position précaire vis-à-vis de vous et de garder tous les deux une porte de sortie le moment venu. Quelque chose me dit que l'arrivée du Mégane a eu des conséquences terribles sur le long terme et que vous vous sentez coupable d'avoir brisé l'équilibre existant en tombant amoureux. Parce que maintenant, vous ne pouvez plus être toujours présent pour lui. Peut-être avez-vous même raté des instants où il avait besoin de vous. Cette culpabilité est presque aussi forte que celle ressentie quand vous avez compris ce qui s'était passé lors de sa première patrouille. Il vous en a parlé? S'étonna-t-il d'une voix rauque. Hier, ils étaient terrifiés par lui. Vous étiez terrifié pour lui, continua-t-elle sans répondre à sa question. Si vous m'avez ordonné d'aller chez Eridani, ce n'était pas pour me protéger moi. Vous vous en contrefoutez de ce qui peut m'arriver. C'était pour le protéger lui, de ce qu'il pourrait me faire et des conséquences que cela aurait sur son mental. Pourquoi tout le monde a peur de lui? Qu'est-ce qu'un Skjavgo? Apportez-nous à boire, s'il vous plaît. Je ne me fous pas de ce qui peut vous arriver, commença-t-il alors qu'elle les servait tous les deux. Bien au contraire. J'ai appris à apprécier votre présence et à vous respecter en tant que personne, en cet instant plus que tout. Mais je me refuse à me laisser sombrer dans l'espoir que vous avez apporté. L'elfe lui sourit pour la première fois devant son air étonné. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez accompli ces dernières années. Comment pourriez-vous? Vous n'avez pas connu cette cité et ce royaume des derniers siècles. Vous ne savez rien de la peur latente dans laquelle nous avons vécu depuis le début de la guerre et surtout depuis la bataille des princes. C'est ce qui rend vos accomplissements stupéfiants. Votre ignorance est votre force. Vos achèvements sont, je pense, la raison pour laquelle Sébrindel vous a laissé faire jusqu'à présent, se contentant d'observer de loin. Mais je crains que, lorsque vous aurez accompli l'impensable, il vous utilise pour le détruire. Il leva la main avant qu'elle ne puisse se défendre à ses propos. Vous n'aurez pas le choix, et nous ne pourrons rien y faire. D'une certaine façon, je suis soulagée par ce qui s'est passé hier. Cela prouve que vous n'avez pas réussi l'impossible, et que nous avons encore du temps. Si ça le revient. Quand il reviendra, ne put-elle s'empêcher de contrer. Votre espoir est touchant, fit-il sans moquerie, et malheureusement contagieux. Jusqu'à ce qu'on vous trouve, la seule raison que j'avais de vivre était Megan. Celle l'a compris et m'a encouragée dans cette relation.
et m'a offert la plus belle raison de continuer tout en signant son arrêt de mort. Il a utilisé un de ses derniers moments de lucidité pour m'offrir le bonheur. Et foutre, je le hais d'avoir fait ça. L'elfe prit une profonde inspiration pour chasser ses émotions. Les nains ont théorisé que la source de notre immortalité est cette lumière en nous. J'ai longtemps pensé que c'était des âneries, mais certains événements m'ont poussé à comprendre que les gnomes avaient raison. Et s'il y avait une preuve de cette théorie, ce seraient les jumeaux. Quand on prend la peine de les regarder, on se rend compte que l'un d'eux a un éclat particulier que celle n'a pas. Qu'il n'a plus. Il but une gorgée pour organiser ses pensées. Lorsque l'un des nôtres perd cette lueur, il y a deux possibilités. Soit il s'éteint après être entré dans un état second que je ne pourrais pas vous décrire, soit il devient un Sciavgo. Il est rare que nous arrivions à contrer le premier, mais cela est possible. Le second, cela n'est jamais arrivé, expliqua-t-il. La transformation se fait progressivement, presque imperceptiblement au début. Elle est la conséquence d'un traumatisme ayant ébranlé l'esprit au plus profond et que nous n'avons pas réussi à soigner. Ce dernier point a de l'importance. Autrement, vous imaginez bien qu'avec notre longue vie et cette guerre, nous serions tous des Sciavgians à l'heure actuelle. La plupart des cas se déclenchent après plusieurs années. C'est une maladie latente. Entre le choc et la transformation finale, il s'écoule généralement une décennie. Dans un premier temps, il y a la colère et la violence comme tout trauma. Mais lorsqu'elle perdure, nous commençons à nous inquiéter. D'autant plus quand il devient évident qu'ils blessent délibérément les autres et s'amusent à faire couler leur sang, même dans le cadre d'un entraînement. Il lui laissa le temps d'assimiler et de comprendre l'étendue de cette information. Elle but une gorgée d'eau pour calmer ses pensées tumultueuses. Nous avons été dressés ainsi, se sentit-elle obligée d'expliquer, baissant la tête honteusement, les mots sortant difficilement. Là-bas, il y avait une arène. Ils nous y jetaient régulièrement. C'était rare que 5 repas passent sans qu'on y aille. Ils nous faisaient nous combattre, parfois entre nous, parfois contre eux. La seule règle était de ne pas tuer. Les combats duraient jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un de conscient, voire aucun. Il vérifiait que notre inconscience n'était pas feinte. Il frappait sur la terre, nous brûlait, ou il utilisait d'autres sources de douleur. Parfois, il usait nos corps. Le dernier debout était enchaîné, tandis qu'il vérifiait que le travail était correctement accompli. L'individu restait épargné, si on peut dire. Souvent seul, d'ailleurs. Une fois de retour dans la pièce, on redevenait égaux dans leur jeu. Livy gratta la peau de sa main avec l'ongle de son pouce. Pour être honnête, cela m'a perturbée. Quand ici, la première fois, j'ai quitté le terrain sur mes deux jambes. Pas que j'ai pensé que les conséquences seraient les mêmes, mais je ne suis pas sûre que si demain je m'entraînais avec l'un de vous, je serais moins violente. Et peut-être qu'ils ne s'entraînent principalement qu'entre eux parce qu'ils ont peur de ne pas arriver à chasser ce dressage, de pouvoir se contrôler et de blesser les innocents. Et je vous assure, nous nous sommes fait des choses bien pires que des hématomes. Et vous forcez à vous torturer, fit l'elfe en réalisant l'étendue de ce qui s'était passé. Je pense qu'ils ont peur d'être entre les mains de quelqu'un d'autre. Entre nous, aussi étrange que ce soit, on peut se faire confiance. Pas seulement dans un combat. On sait que l'autre connaît nos limites, nos peurs, et qu'il arrêtera à temps si la situation devient... Je ne trouve pas le mot. J'ai compris. Ne vous inquiétez pas, fit-il doucement. Ce que vous décrivez n'a rien d'étrange. C'est même logique. Je pense qu'aucun d'entre nous ne réalise entièrement ce qui s'est passé, et on ne le réalisera jamais. Ce n'est pas pour autant que nous ne puissions pas vous aider. Depuis qu'elle était arrivée, Livy n'avait jamais raconté à qui que ce soit les événements de là-bas. Elle se sentait étrangement mieux depuis qu'elle lui avait décrit cette partie de leur emprisonnement.
comme si un poids s'était enlevé de ses épaules. Il la détailla et elle eut l'impression qu'il la regardait pour la première fois. Nous pouvons continuer cette conversation demain, si vous préférez, fit-il doucement. Non, j'ai besoin de comprendre. De plus, je veux faire quoi en attendant son retour? Tourner en rond en me faisant un sang d'encre? Fit-elle avec un pauvre sourire. Enfin, rouge, devrais-je dire. Effectivement, sourit-il avant de reprendre. Les autres symptômes apparaissent progressivement sans ordre précis. Il y a les changements physiques. La peau et les cheveux deviennent de plus en plus clairs, les pupilles noircissent et leur puissance physique s'accroît. Les changements alimentaires. Ils deviennent peu à peu carnassiers, avalant des quantités de viande importantes, et ils finissent par la consommer crue, directement à même la proie, qu'elle soit morte ou non. Les changements intellectuels. Ils se mettent à prononcer des phrases simples, ils oublient des mots, le nom de leurs proches, des événements, qui ils sont, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide. La transformation est alors achevée, et ils deviennent des bêtes soumises aux pulsions animales. Toutes les créatures deviennent leur proie. Affronter un schiavgo affamé ou dans un état de tension sexuelle est terrifiant. Quand nous soupçonnons la présence de l'un d'eux aux abords d'habitation, nous n'en voyons jamais moins de 10 soldats soutenus par nos guérisseurs les plus compétents pour l'exécuter. Le temps qu'ils arrivent, les habitants laissent des carcasses d'animaux entiers en évidence et s'enferment chez eux. Pourquoi vous ne les enfermez pas lorsque la situation devient évidente? Ce n'est pas aussi simple. Les elfes qui subissent ce mal s'en rendent compte. Je pense que c'est la partie la plus horrible du processus. Ils savent ce qu'ils sont en train de devenir, mais font tout pour le cacher aux autres dans un instinct de survie. Quand ils comprennent que nous allons entreprendre une action contre eux, ils disparaissent. Sûrement avec l'espoir que les choses changeront, ou alors pour s'assurer qu'ils ne feront pas de mal à ceux qu'ils aiment. Je ne sais pas. Certains ont parfois suffisamment de volonté pour nous demander de faire ce qu'il faut. L'enfermement n'est pas une option. Ce serait un trop grand risque de les garder vivants. Si l'un de leurs besoins n'était pas comblé, nous mettons un poison indolore dans leur nourriture. Il lui fait un geste pour qu'elle retienne sa question. Il y a un autre symptôme plus subtil, difficile à voir. Durant le processus, ils vont continuer à ressentir, à sourire. Les émotions seront visibles dans leur regard, jusqu'à ce qu'elles s'estompent et disparaissent. Joie, bonheur, félicité sont présentes au début, même l'amour. Mais il y a une chose qu'ils ne sont plus capables de faire. Rire. Elle se souvint de ce jour au pied de la cascade, de l'éclat de rire des Reidani et du changement de comportement des autres suite à cet événement. L'ombre dans son regard a presque disparu, continua-t-il en suivant le cours de ses pensées. Elle revient de temps en temps quand elle semble se souvenir de certains détails, mais cela ne l'empêche plus de rire. Je ne sais pas ce qui s'est passé durant votre excursion, mais nous restons persuadés que c'est grâce à vous. Pourquoi? Je ne comprends pas ce que j'aurais pu faire de plus que vous pour l'aider. C'est le grand mystère qui vous entoure et je vous assure, j'aimerais bien connaître la réponse. Il les resservit le temps d'organiser ses pensées. Comme vous vous en doutez, celle a eu son lot de traumas depuis son enfance et il a appris à prétendre. Contrairement aux autres scavians, l'évolution a été très lente. Nous ne nous en rendions pas compte. Nous ne l'avons compris qu'il y a 800 ans, mais en y réfléchissant rétrospectivement, le processus avait commencé bien avant. J'en suis venu à me demander si Sembrendel avait agi ainsi délibérément ou inconsciemment. Les 2 derniers siècles, je me suis posé la question chaque jour. Il a toujours considéré Cell comme un monstre, et le fait qu'il n'en soit pas un l'a poussé à le rendre ainsi. Il avait besoin que son fils soit tel qu'il le percevait. Autrement, il aurait dû faire face à ses propres actions, à sa propre conscience. Ou alors, il savait parfaitement ce qu'il faisait dès le début. Peut-être un mélange des deux. Je pense que nous ne le saurons jamais. Il caressa la tête du Snegin toujours posée sur ses genoux. La bête n'avait pas bougé, sentant la détresse de son maître. Les raisons faisant que les changements ont été aussi lents restent inconnues. Talat pense que c'est en partie grâce au lien qu'il partageait avec Lundil, qu'une partie de sa lumière a entretenu celle de Cell pendant des siècles, l'empêchant de s'éteindre.
Le lien qui unit des jumeaux, d'autant plus chez les elfes, est très puissant. Ils sont comme les deux parties d'un seul être. Quand ils ouvrent leur lien, ils peuvent sentir les émotions de l'autre. Ils savent quand il est heureux, triste, impatient, qu'il a faim. Ils ressentent l'autre comme s'il était lui. Lorsque l'un a mal, l'autre aussi, qu'importe la distance. En tant que guerriers, cela les rend très dangereux, car ils peuvent partager leur douleur. Mais l'un peut aussi choisir d'estomper ce lien, gardant certaines émotions et sensations intimes. La gémilité est peu commune chez nous. À part nos deux princes, je ne l'ai rencontré qu'à 3 reprises. Il est arrivé à l'une de ses pères d'être séparés. L'un d'eux a été capturé et torturé par des Dantisi. Celui resté derrière a ressenti toutes ses souffrances. Nous avons réussi à libérer celui qui était emprisonné. Il n'a plus jamais été le même et a disparu un jour, quasiment un siècle après sa capture. Le second s'est effondré après quelques années et on a compris que l'autre était mort, ou pire. Il se retira en lui-même quelques instants et elle prit le temps de digérer ce qu'il lui disait. En plus de ce lien qu'il partage avec Lundil, sa résistance au processus est due à son enfance, durant laquelle il a développé une résilience psychologique impressionnante, mais aussi à certains moments de bonheur intense qu'il a vécu. Il n'a jamais pu être modéré avec ses émotions, fit-il avec beaucoup de tendresse. Quand il était heureux, ou qu'il éclatait de rire, tous autour ressentaient la même chose. Quand il était en colère ou furieux, il était terrifiant. Nous étions peu à réussir à le calmer dans ces moments. Et quand il a aimé, vous auriez dû le voir. Il était magnifique. Sa lumière brillait de 1000 feux. Il n'y avait que quand ils étaient ensemble qu'il la laissait éclater. Un éclat d'inquiétude le frappa, et elle comprit qu'elle n'aurait jamais dû apprendre ce détail. Cette absence de modération est ce qui a terrifié les autres hier. Il tient à vous, alors il fera tout pour vous protéger, interrogea-t-elle, donnant l'occasion à l'elfe de changer de sujet. Mais c'était un accident. Il le sait. Le problème est qu'il y a 200 ans, à la suite de la bataille des princes, il a perdu le combat qu'il menait depuis son enfance, et il est devenu un scarecrow. Que s'est-il passé? Avec la guerre, il a perdu de plus en plus de sa lucidité, et ses affections en devinrent bestiales. Quiconque s'en prenait à Lundil, Eridani ou moi-même en payait le prix. Nous avons voulu y mettre un terme. Il nous a demandé de le faire, mais aucun de nous trois n'avait la force ou le courage. On continuait d'espérer comme des idiots. Et le roi... Ceux qui préparent les repas des jumeaux ont été choisis par lui. Quand nous partions en patrouille, ses sbires nous accompagnaient. La seule solution aurait été lors d'un accident ou lors d'un entraînement, d'autant plus qu'il ne prenait plus soin de son armure. Il aurait tout autant pu combattre nu. Mais vous connaissez ses capacités. De plus, le responsable aurait durement été puni. On ne pouvait pas faire prendre le risque à quelqu'un d'autre. Cébredel ne vous a laissé aucune marge de manœuvre. Oui, mais je me demande parfois si nous ne nous cherchons pas des excuses pour justifier notre lâcheté. Lors de cette bataille, nous avons été séparés avec un petit groupe et nous nous sommes retrouvés à affronter les montagnards dans des sous-bois, dont leur prince. Ce dernier a réussi à lui planter un poignard au-dessus du cœur. La blessure, bien que grave, n'était pas entièrement mortelle. Tant que la lame restait en place, pendant qu'on me prodiguait des soins, on pouvait le sauver. Mon souvenir est assez flou, mais je sais que les autres autour ont cessé de se battre. J'ai ordonné aux Ladiens de partir, alors qu'on aurait pu les capturer, qu'elles nous aurions dû. Mère était arrivée au moment où j'allais retirer le poignard, lui offrant la paix qu'il désirait tant. Il m'a arrêté et a demandé à ses hommes de le transporter à l'arrière, auprès de son frère, stationné dans la tente de soins. Et je ne connais pas tous les détails, mais je sais que c'est Brindel leur a ordonné de soigner seuls, et que Lundil s'est interposé, refusant de les laisser faire. Il s'était effondré quand la lumière de son frère s'était éteinte. Il savait ce qui se passerait s'il le sauvait. C'est Brindel a trouvé un moyen de le faire obéir. Lorsque celle s'est réveillée, quelque part, son esprit continuait de combattre la noirceur l'ayant englouti. Il a toujours été borné. Tant qu'il était en présence de l'un de nous trois, et étrangement avec le roi, le monstre était contrôlable.
Le palais lui fournissait de quoi satisfaire la majorité de ses besoins vitaux. Lundi, il s'est forcé à utiliser le peu de liens restants pour protéger les habitants des pulsions sexuelles. Quand Sebrindel a été sûr qu'il le dominait, il a exigé qu'il continue à faire des patrouilles et à prendre part au combat. Il avait réussi à créer l'abomination qu'il voulait, et il s'en est servi sans remords. Il se mit à la regarder avec curiosité. Puis un beau matin, aux limites des terres d'Yétier, alors qu'on venait d'apprendre votre capture, Lundil s'effondre sur son Snake Hill, un sourire dévorant son visage, rapidement remplacé par une pointe d'inquiétude. Il part au galop sans un mot. Le soir même, on vous trouve tous les quatre. Et dans les jours qui suivent, je vois Celle agir, parler, manger comme il ne l'avait pas fait depuis des siècles. Je l'ai vu sourire plus de fois ces dernières années que de tout le dernier millénaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces souterrains, mais je doute qu'il ait été guéri à coups de torture. Eredani nous a indiqué avoir vu le changement seulement après quelques heures là-bas. Aucun elfe, nain ou diétier n'a jamais pu guérir un Skiavgo. La seule inconnue de cette équation, c'est vous. Pourtant, elle ne s'était réveillée que plusieurs jours après leur arrivée. La porte reliant les appartements des jumeaux au reste du palais avait été condamnée et la sécurité renforcée auprès du roi. Selaeg revint, une semaine après l'incident, alors qu'ils étaient réunis avec Lundil et Tiliv et Umegan. Il ne prononça pas un mot en entrant dans la pièce. Il sortit directement le jeu de tarot du tiroir. Ils dégagèrent la table, et Tiliv distribua les cartes, un éclat d'espoir dans son regard.